Lors de notre soirée de fiançailles, j'ai surpris mon fiancé en train d'embrasser ma sœur. Juste un baiser d'adieu, pauvre insécure, s'est-il moqué. Je suis parti en silence. Le lendemain, il m'appelait hystériquement alors que j'étais occupé à annuler notre mariage et à révéler leur liaison. Je m'appelle Emma. J'ai 28 ans. Avant de vous raconter comment ce seul instant m'a amené à obtenir une ordonnance de restriction contre elle et à révéler une fraude d'entreprise de plusieurs millions de dollars, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires. Le tintement des verres de champagne ressemblait à un compte à rebours, marquant les derniers instants d'une vie que je pensais vouloir, une vie à laquelle j'avais travaillé si dur pour croire. Notre soirée de fiançailles était un portrait parfait du monde de la famille de Zach, pas le mien. Elle s'est déroulée dans leur club de campagne tentaculaire, un endroit avec des pelouses entretenues si vertes qu'elles semblaient fausses et un air qui sentait légèrement l'argent et le privilège. Un groupe de jazz, probablement plus cher alors que ce que je gagnais lors de ma première semaine d'activité, jouait doucement dans un coin, offrant une bande sonore douce et discrète au mélange d'environ 70 de leurs amis les plus proches. Je me tenais là dans une robe de soie de la couleur d'une rose pâle et rosée, une robe qui coûtait un montant stupéfiant, un témoignage silencieux du monde dans lequel je me mariais. Un sourire poli et cassant était plaqué sur mon visage, et en dessous, je me sentais comme une imposture complète et totale. Quelques instants plus tôt, le père de Zach, Arthur Bennett, un homme qui se déplaçait avec la certitude glaciale de quelqu'un qui n'avait jamais entendu nom de sa vie, m'avait présenté à l'un de ses copains de golf. « Voici Emma, la fiancée de Zach », avait-il dit, sa voix douce mais dédaigneuse. « Elle fait des choses de décoration d'intérieur. » Il avait ponctué sa phrase d'un geste vague et dédaigneux de la main, comme si mon entreprise, celle dans laquelle j'avais versé mon sang, ma sueur et la moindre parcelle de mes économies pendant 5 années éprouvantes, était un petit passe-temps mignon, comme le tricot ou la collection de timbres. J'y étais habitué, cependant. C'était la partie triste. J'étais habitué à être minimisé, à voir mes réalisations poncées et réduites pour s'intégrer au récit des autres. C'est ce que je commençais à réaliser comme étant le thème définissant ma vie. Ma sœur Lily fit son entrée triomphale avec 1 heure de retard. Un geste typique de Lily, conçu pour s'assurer que tous les regards soient sur elle. Et bien sûr, elle portait une robe blanche. C'était une robe moulante sans dos, un peu trop proche du style nuptial pour être confortable. Elle a fait irruption dans la pièce en se dirigeant vers la zone la plus fréquentée et a immédiatement commencé une performance dramatique en larmes sur sa récente rupture publique avec son petit ami Nathan, qui allait et venait. Je la regardais, un nœud serré familier se formant dans le creux de mon estomac. Elle avait toujours possédé cette capacité étrange à aspirer tout l'oxygène d'une pièce, à déformer la gravité de tout événement de manière à ce qu'il tourne entièrement autour d'elle. Zach, mon fiancé charmant et beau, l'homme qui était censé être à mes côtés, s'est immédiatement précipité vers elle. Il a enroulé un bras réconfortant autour de ses épaules, lui murmurant quelque chose à l'oreille qui la fait rire, un son brisé et aqueux à travers ses larmes de crocodile. J'ai pris une lente gorgée de mon champagne, les bulles pétillant sur ma langue, et je me suis dit d'arrêter. D'arrêter d'être la sœur aînée jalouse et complexée. C'était le rôle que ma famille m'avait assigné pendant des années, et j'en avais marre de jouer ce rôle. Mais tout au long de la soirée, un sentiment persistant et lancinant de malaise me suivait comme une ombre. J'ai essayé de l'ignorer, de participer à des conversations polies sur le marché boursier et les maisons d'été dans les hantons. Pourtant, mes yeux ne cessaient de les trouver. Je les attrapais à travers la pièce, partageant un regard qui durait une fraction de seconde de trop. Un sourire privé passait entre eux pendant qu'ils écoutaient l'histoire de quelqu'un d'autre. Un signe de tête subtil qui ressemblait à un mot de passe secret. C'était comme s'ils communiquaient dans un langage silencieux et invisible, un langage auquel je n'avais pas accès. Environ 1 heure plus tard, alors que je me dégageais d'une conversation sur les mérites des différents clubs de golf, j'ai réalisé que je n'avais pas vu Zach depuis un moment. J'ai fait un rapide scan de la pièce. Il n'était ni au bar ni sur la terrasse surplombant le 18e trou. J'ai vérifié ma montre. Cela faisait 20 minutes. Une petite pointe d'inquiétude a commencé à me remonter le long de la colonne vertébrale. Je me suis excusé, murmurant quelque chose sur le fait d'avoir besoin d'un peu d'air, et j'ai commencé à le chercher. J'ai navigué à travers des groupes d'invitérieurs, mes yeux cherchant. J'ai vérifié la pièce principale, le patio, même le bar à nouveau. Rien. Une des amies de Lily, une fille avec trop de produits de comblement labial, a pointé vaguement un long couloir. Je crois l'avoir vue aller dans cette direction vers le vestiaire.
le jazz doux et le faible bourdonnement des conversations se sont estompés derrière moi alors que je descendais le couloir aux tapis épais. C'était plus calme ici, les murs tapissés de peinture à l'huile d'homme au visage sévère qui avait probablement été président du club il y a un siècle. J'ai tourné un coin dans une petite alcôve faiblement éclairée où les gens avaient laissé leurs manteaux et leurs châles. Et c'est là que mon monde, le monde soigneusement construit et magnifiquement décoré que je pensais construire, a arrêté de tourner. Il ne s'est pas juste arrêté. Il s'est brisé en 1 million de morceaux irréparables. Il se tenait là, à l'abri des regards, partiellement caché par un portant de coûteux manteaux en cachemire. Zach et Lily. Sa main était posée de manière possessive sur le bas de son dos, ses doigts s'enfonçant dans le fin tissu blanc de sa robe, tirant sa chair contre lui. Et ils s'embrassaient. Ce n'était pas un bisou sur la joue. Ce n'était pas un geste amical et réconfortant. C'était un baiser profond, affamé et prolongé, le genre partagé entre deux personnes qui connaissaient intimement le goût l'une de l'autre. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge, un son aigu et douloureux. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas parler. C'était comme si mon cerveau avait court-circuité, les fils pétillants et crépitants, incapable de traiter la scène dévastatrice qui se déroulait devant moi. L'homme que j'allais épouser, l'homme qui m'avait tenu la main il y a à peine 1 heure, les yeux pleins de ce que je pensais être de l'amour, et m'avait dit qu'il ne pouvait pas attendre de passer le reste de sa vie avec moi, embrasser ma sœur. Ma petite sœur, celle que l'on m'avait toujours dit de protéger, d'être la plus grande personne. Ils ne m'ont pas vu au début, perdu dans leur propre petit monde sordide. Je suis resté là, figé dans l'embrasure de la porte, sentant le sang quitter mon visage, un engourdissement froid et rampant se répandant dans mes membres. Puis les yeux de Lily ont papillonné et elle m'a vu par-dessus l'épaule de Zach. Elle n'avait pas l'air coupable. Elle n'avait même pas l'air surprise. Son expression était une de pur agacement non déguisé. L'agacement que j'ai interrompu. Zach s'est lentement écarté, un sourire paresseux aux lèvres, et a suivi son regard. Quand il m'a vu, son visage a reflété le sien. Pas de honte, pas de regret, mais de l'irritation. Il a poussé un long soupir théâtral et exaspéré, comme si j'étais celle qui avait commis une faute sociale impardonnable. Emma, a-t-il dit, sa voix dégoulinant de condescendance, comme s'il parlait à un enfant difficile. Ne fais pas de scène. Ma propre voix semblait être piégée derrière un mur de glace à 1000 kilomètres de distance. J'ai finalement réussi à forcer 2 mots, ma gorge râpeuse. Qu'est-ce que c'est? Il a en fait eu l'audace de lever les yeux au ciel pour moi. Lors de notre soirée de fiançailles, alors que sa main était toujours posée sur le dos de ma sœur. C'était juste un baiser d'adieu, espèce d'idiote complexée, s'est-il moqué, un sourire cruel et les tordant ses traits magnifiques. Lily, toujours l'actrice de soutien dans son drame, a ajouté, tirant une poudre de son sac et se remettant du rouge à lèvres comme si nous discutions de la météo. Dieu, Emma, nous parlions juste de vieilles habitudes. Ne sois pas si dramatique. Un baiser d'adieu. Les mots résonnaient dans le silence soudain et assourdissant de mon esprit. Le choc avait disparu, remplacé par une clarté horrible et déchirante. Une compréhension froide et tranchante qui s'est installée au plus profond de mes os, me glaçant de l'intérieur. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien ressenti. Un vide complet et total là où il y a à peine un instant, il y avait mon avenir. C'était une étrange expérience hors du corps. Je pouvais sentir mon cœur battre d'un rythme lent et lourd dans ma poitrine, mais le reste de moi était engourdi. J'ai juste hoché la tête une fois, un mouvement lent et délibéré qui a demandé toutes mes forces d'autocontrôle. Puis je me suis retourné et je suis parti. Emma, n'ose pas me tourner le dos, a crié Zach après moi, sa voix montant enfin, teintée de colère. Tu m'embarrasses, mais je n'ai pas regardé en arrière. J'ai traversé la fête, les yeux fixés droit devant, un fantôme traversant une célébration qui n'était plus la mienne. Je me rendais vaguement compte des regards confus des invités, de la musique qui maintenant sonnait dissonante et creuse. J'ai attrapé mon manteau au vestiaire, je suis sorti dans l'air frais du soir, la brise une tape sur ma peau engourdie, et je suis monté dans ma voiture. Mes mains tremblaient si violemment que je pouvais à peine mettre la clé dans le contact. Alors que je sortais du parking du country club, mon téléphone posé sur le siège passager s'est allumé et a commencé à vibrer sans cesse. Un SMS de Zach, puis un autre, puis un appel. Je n'ai pas regardé. J'ai juste conduit. Mes phares traçant un chemin solitaire à travers une obscurité qui semblait soudain être à l'intérieur de moi, vaste et suffocante.
Je m'éloignais de ma vie et je n'avais absolument aucune idée où j'allais. Le trajet jusqu'à l'appartement de mon ami Kai était un voyage de 20 minutes qui a semblé une éternité. Les lumières de la ville flottaient devant mes fenêtres dans un flou sans signification. Mon esprit, qui avait été si bénignement, terrifiante, vierge il y a à peine quelques instants, était maintenant une tempête chaotique de souvenirs. Des souvenirs que j'avais soigneusement rangés, étiquetés comme des malentendus ou des réactions excessives, éclataient maintenant, rejouant dans mon esprit avec une clarté nauséabonde. Il ne s'agissait pas seulement du baiser. Le baiser n'était que la dernière ponctuation laide d'une histoire de trahison qui s'écrivait depuis des années, et j'avais été trop aveugle ou trop désireuse d'être aveugle pour la lire. Mes pensées se sont immédiatement tournées vers il y a 6 mois. Le contrat de l'hôtel. C'était censé être mon chef-d'œuvre, le projet qui propulserait enfin mon petit cabinet dans la cour des grands. Une chaîne d'hôtels de luxe construisait son nouvel établissement phare. Et j'étais l'une des finalistes pour concevoir l'intérieur. C'était le genre d'opportunité qui pourrait définir ma carrière, le genre de promotion et de statut dont j'avais rêvé. J'avais versé mon cœur et mon âme dans cette proposition. Pendant des semaines, ma vie n'a été que des croquis, des échantillons de tissus et des feuilles de calcul budgétaire. Mon concept était ambitieux, une fusion de minimalisme élégant et moderne avec des éléments de design inspirés de l'histoire locale. C'était unique, et je savais que c'était un gagnant. Un soir, me sentant euphorique et ayant bu quelques verres de vin, j'avais fait visiter la présentation complète à Zach. J'avais étalé mes planches d'ambiance sur le sol du salon, lui montré mes plans détaillés, même mes listes de fournisseurs confidentiels et mes décomptes budgétaires. Je voulais partager mon triomphe avec lui. Il avait semblé si sincèrement soutenir, ses yeux écarquillés d'admiration. Il m'avait traité de génie, de sa plus grande fan, et m'avait embrassé avec une passion que j'avais prise pour de la fierté. 2 semaines plus tard, un email froid et impersonnel m'a informé que je n'avais pas obtenu le contrat. J'étais dévasté, mais j'ai essayé d'être professionnel. C'est la nature du commerce. Le vrai coup a été quand j'ai appris par une connaissance de l'industrie que ma sœur Lily en avait un. J'étais stupéfaite. Son cabinet était une petite opération de boutique, et elle n'avait jamais géré un projet de cette ampleur. Quand j'ai finalement réussi à avoir un rendu numérique de sa proposition gagnante, mon sang s'est glacé. C'était le mien. Le concept central, la fusion unique des styles, même certains des matériaux spécifiques, difficiles à sourcer, que j'avais passé des semaines à trouver, tout était là. C'était ma vision, ma propriété intellectuelle, volée et reconditionnée comme la sienne. Quand je l'ai confrontée, elle a fait une performance digne d'un Oscar. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle jurait que c'était une coïncidence bizarre que les grands esprits pensent simplement de la même manière. Elle l'a retournée, m'accusant d'être jalouse, incapable de supporter de la voir réussir. Et mes parents, quand je les ai appelés le cœur brisé et à la recherche de soutien, ont délivré le même vieux scénario fatigué. « Emma, tu dois être la plus grande personne », m'avait dit ma mère, sa voix lasse, comme si ma douleur était un inconvénient pour elle. « Tu es déjà tellement prospère. Laisse ta sœur avoir ce moment. » La vérité, la vraie vérité sordide, est arrivée une semaine plus tard. Je cherchais un document sur notre ordinateur familial partagé et je suis tombé sur un email dans le dossier envoyé du compte de Zach. Un email à Lily. Il lui avait transféré toute ma proposition détaillée. Chaque page, chaque note, chaque numéro. La ligne d'objet était un coup de poing au ventre. Quelques idées pour t'aider à démarrer. Ne le dis pas à eux. Quand je l'ai confronté avec la preuve, il s'est effondré. Il a juré que c'était une erreur colossale et stupide. Il a prétendu qu'il essayait juste de l'aider, de lui donner un petit coup de pouce parce qu'elle avait du mal. Il a dit qu'il n'avait jamais pensé qu'elle le plagierait aussi ouvertement. Il a pleuré. Il a supplié. Il a promis qu'il passerait le reste de sa vie à me rattraper, à prouver sa loyauté. Et parce que je l'aimais, parce que la pensée de notre vie ensemble était la seule chose qui me maintenait, j'ai commis l'erreur fatale de lui pardonner. J'ai choisi de croire au mensonge parce que la vérité était trop douloureuse à supporter. Maintenant, roulant dans les rues sombres de la ville, ce souvenir ressemblait à un éclat de verre se tordant dans mes entrailles. Il n'avait pas seulement fait une erreur. Il avait participé activement, volontairement, à saboter ma carrière au profit de ma sœur. Et c'était un schéma. Je me suis souvenu avoir eu 17 ans quand notre grand-mère est décédée, laissant un petit héritage destiné à être réparti équitablement pour nos fonds universitaires. Mais mes parents m'avaient fait asseoir pour une conversation sérieuse.
Lily, nous ont-ils expliqué, avait été acceptée dans un programme d'art privé prestigieux et très coûteux. C'était une opportunité unique dans une vie. Tu es la pragmatique, Emma, m'avait dit mon père, me tapotant la main avec condescendance. Tu es intelligente. Tu vas te débrouiller. Tu peux obtenir des bourses. Et je l'ai fait. J'ai travaillé 2 emplois pendant toutes mes études universitaires, contracté des dizaines de milliers de dollars de prêts étudiants que je remboursais encore et j'ai obtenu mon diplôme avec mention. Je me suis débrouillé. J'ai toujours été celle qui devait se débrouiller. Pendant que le chemin de Lily était pavé des sacrifices que j'avais été forcé de faire. Je suis finalement arrivé à l'immeuble de Kai, les jointures blanches de serrer le volant. Il a ouvert la porte au premier coup, son visage normalement joyeux se couvrant instantanément d'inquiétude. Il n'a pas eu besoin de demander ce qui n'allait pas. Cela devait être écrit sur tout mon visage, une carte routière de choc et de dévastation. Je n'ai pas dit un mot. Je me suis juste effondré dans ses bras. Et pour la première fois de la nuit, le froid, protecteur engourdissement s'est brisé, et j'ai commencé à sangloter. De grands sanglots déchirants qui ont traversé mon corps. Il m'a fait entrer, m'a fait asseoir sur son canapé usé, et m'a simplement laissé parler. Je lui ai tout raconté, toute l'histoire sordide, du baiser dans l'alcôve au contrat d'hôtel volé en passant par une vie entière à être mise à l'écart et à me faire dire d'être la plus grande personne. Il a écouté patiemment sans interruption ni jugement. Juste une colère tranquille et bouillonnante dans ses yeux pour moi. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer sur sa table basse. Un insecte furieux implacable. Des dizaines de SMS et d'appels manqués. Zach, où diable es-tu allé? Zach, réponds à ton téléphone. Tu es complètement immature. Zach, mon père demande où tu es. Tu me fais passer pour une idiote absolue. Zach. OMG, tu m'embarrasses tellement en ce moment. Reviens ici. Puis il y a eu les messages vocaux d'Arthur. Sa voix était froide, sèche et teintée de menaces. Emma, je ne sais pas quelle sorte de gaminerie tu penses faire, mais c'est un comportement complètement inacceptable. Nous avons des invités qui sont venus de loin pour cet événement. Tu fais passer cette famille pour ridicule. Rappelle-moi immédiatement. Kai s'est approché, a ramassé le téléphone et, avec un regard de satisfaction sombre, l'a éteint. Tu n'as pas à t'occuper de ça maintenant, a-t-il dit doucement. Il m'a fait une tasse de thé à la camomille et a préparé la chambre d'amis pour moi avec des draps frais. Alors que j'étais allongé dans le noir, fixant les ombres inconnues au plafond, les larmes se sont enfin arrêtées. Le chagrin et le choc ont commencé à reculer, brûlés par quelque chose d'autre. Une colère froide, dure et inconnue, une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Il m'avait sous-estimé toute ma vie. Il me voyait comme le paillasson, le pacificateur, celui qui absorberait toujours le coup et serait la personne la plus grande. Ils allaient bientôt découvrir à quel point ils avaient tort. Je me suis réveillé le lendemain matin à la lumière grise de l'aube filtrant à travers les stores, me sentant comme si j'avais été dans un accident de voiture. Chaque muscle de mon corps était endolori, et ma tête me lançait d'une douleur sourde et persistante. Mais sous l'épuisement physique, mon esprit était étonnamment, étrangement clair. La tempête chaotique d'émotions de la nuit précédente était passée, laissant derrière elle un paysage froid et calme de résolution. La première chose que j'ai vue quand j'ai osé rallumer mon téléphone a été une notification sur les réseaux sociaux. Lily avait posté. Bien sûr, elle l'avait fait. C'était une photo d'elle de la soirée, artistiquement cadrée, l'air belle et mélancolique. La légende était un chef-d'œuvre de manipulation passive-agressive. C'était un long paragraphe décousu sur la façon dont le drame familial avait tragiquement ruiné ce qui aurait dû être l'une des nuits les plus heureuses de sa vie. Elle écrivait sur combien il est difficile quand les personnes que vous aimez luttent avec leurs propres démons et que tout ce que vous pouvez faire est de leur envoyer de l'amour et de prier pour qu'elles retrouvent le chemin de la lumière. Elle n'a pas mentionné mon nom, mais elle n'a pas eu besoin de le faire. L'implication était claire. J'étais celle qui avait les démons. J'étais celle qui était perdue. La section des commentaires était déjà inondée de ses amis copieurs lui envoyant des émojis de cœur et des messages de soutien, la louant pour sa force et sa grâce. Elle contrôlait déjà le récit, me dépeignant habilement comme la sœur aînée instable et hystérique qui avait eu une crise publique. Mon sang, qui avait été froid il y a quelques heures à peine, a commencé à bouillir. Puis, comme si c'était le moment opportun, mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appel indiquait maman.
J'ai hésité une fraction de seconde, une minuscule stupide lueur d'espoir s'enflammant dans ma poitrine. L'espoir qu'elle appelait pour voir si j'allais bien, pour offrir une parole de réconfort. Cet espoir s'est éteint à la seconde où j'ai entendu sa voix. « Emma, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» a-t-elle commencé, sa voix nette et accusatrice. Il n'y avait pas de bonjour, pas de comment ça va ? Juste la piqûre familière et immédiate de sa désapprobation. Ta sœur est un désastre absolu. Zach est hors de lui. Tu as causé une scène terrible la nuit dernière et humilié toute cette famille. J'étais si stupéfaite que je n'ai pas pu parler pendant un moment. Maman, j'ai finalement réussi, ma voix à peine un murmure. As-tu seulement demandé ce qui s'était passé ? Je l'ai surpris à m'embrasser lors de notre soirée de fiançailles. Oh, Emma, arrête ça, a-t-elle soupiré. Un long soupir las de pure exaspération qu'elle avait perfectionné au fil des ans. Le son qui me faisait toujours me sentir petite et déraisonnable. Lily nous a tout expliqué. C'était un moment émotionnel sans importance. Une erreur. Tu sais comment elle devient après une rupture. Pour que tu réagisses de manière excessive, que tu te sauves et que tu te mettes en spectacle, tu dois appeler Zach et Lily et t'excuser auprès d'eux immédiatement. C'était ça. C'était le moment où le dernier fil fragile de loyauté que j'avais envers ma famille s'est finalement rompu. Il ne s'agissait plus seulement de Zach et Lily. Il s'agissait de mes propres parents qui avaient passé toute leur vie à permettre le comportement destructeur de ma sœur et à invalider systématiquement mes sentiments. J'étais toujours celle qui devait s'excuser pour arranger les choses, pour absorber la douleur et être la personne la plus grande. Non, ai-je dit, et la voix qui est sortie de moi était une voix que je ne reconnaissais pas. Elle était dangereusement calme, dénuée de toute émotion. Je ne vais pas faire ça. N'ose pas me parler sur ce ton, jeune fille, a-t-elle commencé, sa voix montant de colère. Mais j'ai juste raccroché. La trahison de ma propre mère, la cruauté désinvolte et inconsciente de ses paroles m'ont blessé plus que le baiser lui-même. C'était le dernier coup brutal dont j'avais besoin. Je ne serais plus leur sac de frappe désigné. Il était temps d'agir. J'ai fait défiler mes contacts et j'ai appelé Mia, ma meilleure employée et une amie farouchement loyale. Mia, j'ai besoin d'une énorme faveur. C'est une urgence et j'aurais besoin d'un camion. 1 heure plus tard, elle était devant l'appartement de Kai, le camion de son frère au ralenti sur le trottoir. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et a simplement dit « Dis-moi où nous allons ». Nous avons conduit en silence jusqu'à la maison que j'avais partagée avec Zach. Je connaissais son emploi du temps par cœur. Il serait à son travail de bureau douillet pendant au moins 5 heures de plus. Entrer dans cet appartement donnait l'impression d'entrer dans la maison d'un étranger. La vie que nous avions construite là-bas ressemblait à une imposture, un plateau de cinéma. Les photos encadrées de nous sur les murs, souriant lors d'une randonnée, riant à un mariage, semblaient se moquer de moi. Des reliques d'une vie qui n'avait jamais vraiment été la mienne. Avec une efficacité impitoyable et méthodique, Mia et moi avons commencé à démanteler cette vie. J'étais une chirurgienne, excisant ma présence de cet endroit. Je n'ai pris que ce qui était sans équivoque à moi, ce que j'avais payé avec mon propre argent, et les quelques objets sentimentaux qui le précédaient. Mes vêtements, mes livres, le bureau de dessin antique que j'avais hérité de mon grand-père, qui avait été mon bien le plus précieux. Mia était un tourbillon de soutien silencieux et concentré, ne posant jamais de questions, emballant simplement efficacement des boîtes et les chargeant dans le camion. Elle semblait comprendre que ce n'était pas le moment des mots. C'était le moment de l'action. En un peu plus de 2 heures, nous avions chargé tout ce qui était essentiel dans son camion et ma voiture. L'appartement avait l'air étrangement vide, et vidé. Avant de partir pour la dernière fois, je suis allé dans la cuisine. La bague de fiançailles de la grand-mère de Zach, un diamant ridiculement gros qui avait toujours semblé plus un accessoire qu'une promesse, était toujours à mon doigt. Je l'ai retirée. Elle était lourde et froide, un cercle parfait de mensonges. Je l'ai placée au centre de l'îlot de granit poli, un monument scintillant à notre relation ratée. Puis j'ai pris une feuille de papier sur le bloc-notes près du téléphone et, d'une main ferme, j'ai écrit 2 mots dessus. Baiser d'adieu. J'ai laissé la note appuyée contre la bague. En sortant de cet appartement et en fermant la porte derrière moi, un soulagement profond et inattendu m'a submergé. C'était fait. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. J'ai bloqué le numéro de Zach. J'ai bloqué celui de Lily. Puis, avec une profonde inspiration, j'ai bloqué mes parents.
Les lignes de communication étaient coupées. Il ne pouvait plus m'atteindre. La tempête arrivait, je le savais. Mais pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'être celle qui contrôlait. Je ne fuyais pas seulement un incendie. Je me préparais à tout brûler. Les premiers jours de ma nouvelle vie temporaire ont été un étrange mélange de chaos logistique et de fureur silencieuse et bouillonnante. J'ai déplacé mes boîtes dans un appartement en location à court terme que j'avais trouvé en ligne. Un petit appartement anonyme dans un quartier que je ne fréquentais jamais. C'était sobre et impersonnel, avec un matelas par terre et mes vêtements encore dans des boîtes, mais c'était à moi. C'était une forteresse. C'était sûr. Le silence de mon téléphone était un soulagement bienvenu. Mais je savais que ce n'était que l'œil du cyclone. Une famille comme la mienne, obsédée par les apparences et le contrôle, ne me laisserait pas disparaître. Il trouverait d'autres moyens de m'atteindre. J'avais raison. Tard un soir, quelques jours après mon évasion, j'ai reçu une demande de message sur les réseaux sociaux d'un nom que je ne reconnaissais pas. Salut Emma. C'est Nathan, l'ex de Lily. J'ai vu son message. C'est du pur mensonge. Je pense que toi et moi devons parler. Mon cœur tambourinait contre mes côtes. Je ne savais pas ce qu'il voulait, mais un puissant instinct me disait que c'était important. Nous avons convenu de nous rencontrer pour prendre un café le lendemain dans un petit café discret. Nathan avait l'air encore pire en personne qu'il ne l'était sur sa photo de profil. Il était pâle et épuisé, avec des cernes sous les yeux qui parlaient de nuit blanche. Il n'arrêtait pas de se passer la main dans ses cheveux en désordre, un tic nerveux. Il est allé droit au but. « Écoutez, je ne suis pas là pour créer plus de drame, » a-t-il dit, sa voix basse et intense. « Je suis là parce que j'ai été arnaqué et je suis à peu près sûr que vous aussi. » Il a fait glisser son téléphone sur la table en bois usé. « Et ce n'était pas seulement de la tricherie, » a-t-il poursuivi, sa voix se durcissant. Il planifiait quelque chose. Il nous utilisait. Ma main tremblait légèrement alors que je ramassais le téléphone. Il avait des captures d'écran, des dizaines et des dizaines, une archive méticuleuse de leur tromperie, des mois et des mois de messages entre Lily et Zach. Mon estomac s'est retourné avec un mélange nauséabond de vindication et de dégoût alors que je faisais défiler. Il y avait des reçus d'hôtels réservés sous la carte d'entreprise de Zach, des SMS codés flirtant sur leur rendez-vous, des photos explicites qui me rendaient physiquement malade. Mais le pire, ce qui ressemblait à un coup physique, était une conversation datant d'environ 7 mois, juste avant que je commence à travailler sur la proposition de l'hôtel. « Lily, ton nouveau projet pourrait être énorme. Les connexions qu'elle va établir, c'est le type de clientèle dont j'ai besoin. Zach, je sais qu'elle me fait confiance. Je vais obtenir tous les détails pour toi. Considère cela comme un acompte sur notre avenir. Lily, une fois que les connexions professionnelles d'Emma m'aideront à établir mon cabinet de design, nous pourrons régler notre situation. Laissez tomber les perdants et commencer pour de bon. » Il y était en noir et blanc. La preuve irréfutable. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un dérapage de jugement unique. C'était un plan froid, calculé et à long terme. Il m'utilisait, mon talent, mon travail acharné, mes contacts. Je n'étais qu'un pion dans leur jeu tordu, un tremplin pour qu'ils construisent leur avenir ensemble sur les décombres du mien. Le chagrin que je ressentais était complètement incinéré, brûlé par une rage blanche et ardente purificatrice. Nathan m'a ensuite raconté le dernier morceau sordide du puzzle. Ce n'est pas seulement ton contrat d'hôtel, Emma. Il y a quelques mois, je leur ai prêté 5000 $. Ils m'ont dit que c'était de l'argent de départ pour une entreprise parallèle qu'ils lançaient, une sorte de projet technologique. Ils ont promis un retour énorme. J'étais un idiot. Je vois maintenant que c'était probablement pour l'une de leurs petites escapades à l'hôtel. Ils m'ont arnaqué. Son désir de vengeance était une chose palpable. Il m'a transféré toutes les preuves, les captures d'écran, les reçus, tout dans mon email. Fais ce que tu veux avec ça, a-t-il dit, ses yeux durs et impitoyables. Ils méritent tout ce qui leur arrive. J'ai quitté ce café avec une arme. Un dossier méticuleusement documenté de leur tromperie. Ce soir-là, comme si l'univers était déterminé à tester ma nouvelle résolution, une amie m'a transféré une invitation. L'entête était vif et joyeux, dans une police bulleuse et agaçante, célébrer la liberté avec Zach et Lily. C'était une invitation à une fête le week-end prochain dans un nouveau club branché du centre-ville. La photo sur l'invitation était d'eux deux, prise quelques jours plus tôt, souriant à l'objectif,
l'air follement heureux et amoureux. La légende disait, enfin libre et vivant notre meilleure vie. Une fête de la liberté. Ils ne passaient pas seulement à autre chose. Ils célébraient ma douleur. Ils organisaient une fête sur la tombe de notre relation et invitaient tous nos amis à danser dessus. Sans une once d'hésitation, j'ai ouvert mon email. J'ai joint le dossier de preuve complet de Nathan, chaque capture d'écran, chaque reçu. Puis j'ai transféré l'invitation avec la pièce jointe accablante à une personne, Arthur Bennett. Je n'ai ajouté ni sujet ni message. Je l'ai juste envoyé. Laissez-le voir ce que son précieux fils faisait vraiment. Laissez-le voir le scandale qu'ils exhibaient si fièrement, si stupidement. Je ne le savais pas à l'époque, mais cet unique email stratégique allait mettre en mouvement une chaîne d'événements qui allait faire s'effondrer tout leur monde doré. 2 jours après avoir envoyé cette invitation fatidique, ma sonnette a retenti. Il était tard, presque 21 heures, et le son inattendu m'a fait sursauter. Je n'attendais personne. Je me suis approché de la porte et j'ai jeté un coup d'œil à travers les Judas, et mon sang s'est glacé. C'était Arthur Bennett. Il se tenait dans le couloir de mon immeuble d'appartement quelconque, ayant l'air complètement, dangereusement déplacé. Comment m'avait-il trouvé? La question n'avait même pas le temps de se former avant que la réponse glaçante ne me frappe. Bien sûr, il m'avait trouvé. Un homme comme lui, avec son argent, ses contacts, son mépris total des limites, pouvait trouver n'importe qui. Il avait probablement un détective privé à retenue pour de telles occasions. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai déverrouillé le pen dormant, et j'ai ouvert la porte, mais j'ai bloqué l'entrée avec mon corps. Emma, a-t-il dit, sa voix aussi douce et polie que le cuir italien de ses chaussures, mais ses yeux étaient comme des éclats de glace. Nous devons parler. Il n'y a rien à discuter, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Ne sois pas difficile, a-t-il répondu. Un éclair d'impatience dans ses yeux. Laisse-moi entrer. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre. Contre mon meilleur jugement, je me suis écarté. Il s'est faufilé dans mon petit appartement sobre, son costume cher, son parfum, une agression d'essence. Il a parcouru la pièce avec mon matelas par terre et ma vie dans des boîtes en carton avec un air de mépris non déguisé. C'est une situation temporaire, j'imagine, a-t-il dit, se perchait timidement sur le bord d'une chaise pliante en métal comme si elle allait s'effondrer sous sa richesse. Que veux-tu, Arthur, ai-je demandé, croisant les bras, refusant d'être intimidé. Il a joint les doigts. L'image d'un homme qui a le contrôle. Ses fiançailles doivent être rétablies. Ce petit différend a assez duré. Cela devient embarrassant pour la famille. J'ai en fait ri. Un son court, amer, sans humour. Un petit différend. Ton fils me trompait avec ma sœur pendant des mois, Arthur. Ils ont conspiré pour me voler un contrat d'entreprise majeur. Les fiançailles sont terminées. Le mariage est annulé. Il n'y a rien à discuter d'un éventuel divorce car il n'y aura pas de mariage. Son expression froide n'a pas changé. Tout dans la vie est négociable. Emma, je comprends que votre entreprise est toujours en croissance, a-t-il dit, le mot dégoulinant de condescendance. Ça doit être difficile d'obtenir le genre de client d'entreprise haut de gamme qui paie vraiment les factures. Le genre de client qui mène à un vrai salaire. Je pourrais vous aider avec ça. Je connais des gens. Quelques appels et votre promotion de décoratrice de petite envergure à designer recherché pourrait devenir une réalité. Je peux vous rendre très prospère. C'était un pot de vin flagrant et insultant. Il essayait d'acheter mon silence, de m'acheter la conformité, de me soudoyer pour que je reprenne son fils infidèle et manipulateur, tout cela pour éviter un scandale public. Mon intégrité n'est pas à vendre, Arthur, ai-je dit, ma voix de glace. Et c'est là que le masque est tombé. La façade lisse de l'entreprise a disparu, remplacée par une menace brute et laide. Vous devez réfléchir très attentivement à votre prochaine étape, a-t-il dit, sa voix tombant dans un grognement bas et dangereux. Votre principal fournisseur pour vos installations de panneaux solaires, une entreprise nommée Saint-Source. Une belle entreprise. Leur principale ligne de crédit, le financement qui leur permet de vous offrir des conditions de paiement si favorables, provient d'une filiale de ma société. Ce serait une terrible honte si leur ligne de crédit devenait soudainement problématique. Un seul mot de ma part et vous pourriez être en dehors des affaires en un mois. C'était une menace directe et brutale. Ils menaçaient ma subsistance, tout ce pour quoi j'avais travaillé,
les emplois de mes employés parce que son fils ne pouvait pas tenir sa langue. Mais quelque chose dans sa désespérance, l'extrême de sa menace, m'a semblé étrange. Ce n'était pas seulement pour sauver son fils d'un embarras public. C'était pour quelque chose de plus grand. Il n'était pas seulement en colère. Il avait peur. Dès qu'il est parti, une froide appréhension mêlée à une montée d'adrénaline, j'ai appelé Kai. J'ai besoin que tu fasses quelques recherches, ai-je dit, ma voix urgente. J'ai besoin que tu trouves tout ce que tu peux sur Bennett Financial. Quelque chose d'inhabituel, des rumeurs, des problèmes. Peu importe comment tu t'y prends. Ce que Kai a trouvé 2 jours plus tard a été la clé qui a tout déverrouillé. Ce n'était pas juste une rumeur. Bennett Financial faisait l'objet d'une enquête discrète mais très sérieuse par les régulateurs de l'État pour des problèmes de conformité et la mauvaise gestion des fonds de retraite des clients. Plusieurs de leurs principaux clients institutionnels retiraient déjà discrètement leur argent. Arthur n'essayait pas de sauver un mariage. Il essayait désespérément de sauver son empire en déclin. Un scandale public embarrassant impliquant son fils et sa petite amie au moment même serait un cauchemar de relations publiques, un signal d'instabilité profonde pour le reste de ses clients nerveux et, plus important encore, pour les régulateurs. Il cherchait désespérément à projeter une image de famille parfaite, stable et puissante. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que je l'avais. Il pensait détenir toutes les cartes, qu'il pouvait m'intimider pour que je me soumette. Mais je tenais là. Ce samedi soir était le soir de la fameuse fête de la liberté. Je ne suis évidemment pas allé. J'ai passé la soirée chez moi à essayer de me distraire avec du travail, un nœud d'énergie nerveuse se tordant dans mon estomac. Vers 23 heures, mon téléphone a commencé à s'allumer comme un arbre de Noël. C'était un groupe de discussion avec quelques amis communs. Puis sont arrivées les vidéos. Apparemment, Arthur s'était montré. La première vidéo était tremblante, filmée sur un téléphone portable depuis l'autre bout de la pièce bondée et pulsante. Elle montrait Arthur Bennett, vêtu d'un costume sombre parfaitement coupé, marchant sur la piste de danse où Zach et Lily riaient et prenaient un selfie. Il ne criait pas. Il était terrifiant, d'un calme inquiétant. J'ai regardé, retenant mon souffle alors qu'il se tenait devant eux. Il n'a pas haussé la voix. Il a parlé d'un ton bas et glaçant qui semblait traverser les basses martelantes de la musique. Je ne pouvais pas entendre les mots, mais je pouvais voir la couleur quitter le visage de Zach. Le sourire creux de Lily s'est figé puis s'est effondré en un masque de confusion et de peur. Puis une deuxième vidéo, beaucoup plus claire, est arrivée. Celle-ci a été filmée à quelques pieds de distance. L'audio était limpide. Un parasite sans valeur, disait Arthur à Zach, sa voix dénuée de toute affection paternelle. C'était la voix d'un PDG s'adressant à un investissement raté. Tu es un passif que je ne peux plus me permettre. Il a ensuite tourné ses yeux froids et morts vers Lily. Et toi, a-t-il dit, sa voix dégoulinant de mépris, une homemaker sans classe et opportuniste. Vous deux avez fait une mascarade du nom de cette famille, un nom que j'ai passé toute ma vie à construire. Il a sorti une petite élégante paire de ciseaux d'une autre poche et, d'un coup théâtral, a coupé le Amex platine de Zach en deux. La foule a halté. Tes cartes de crédit, qui sont liées au compte d'entreprise, ont été annulées, a-t-il dit à Zach. Ton allocation est coupée immédiatement. Les clés de l'appartement, qui appartient à l'entreprise, doivent être sur mon bureau lundi matin à 9 h. Tu es viré. Dégage de ma vue. Ce n'était pas l'explosion émotionnelle d'un père. C'était une exécution d'entreprise. Un PDG impitoyable se débarrassant d'un actif toxique de la manière la plus publique imaginable. Il rompait publiquement les liens avec son propre fils pour signaler au monde et, plus important encore, à ses clients et aux régulateurs qu'il nettoyait la maison, qu'il était un homme d'action décisif, bien que brutal. La pièce entière était silencieuse, à l'exception de la musique que le DJ avait maladroitement réduite. Des dizaines de téléphones étaient levés, enregistrant la destruction froide et calculée de la vie de son fils. Zach et Lily sont restés là, paralysés, humiliés, tandis qu'Arthur tournait les talons et sortait de la fête sans un regard en arrière. Les répercussions ont été immédiates, spectaculaires et profondément satisfaisantes. Les vidéos sont devenues virales dans nos cercles sociaux du jour au lendemain. Zach et Lily sont devenus le sujet de légendes locales. Un conte d'avertissement murmuré aux tables de brunch et dans les salles de conseil d'entreprise. Dépouillés de l'argent, du nom et de l'influence de leur père, Zach n'était rien. Un homme creux avec un beau visage, et aucune substance.
Leurs soi-disant amis, attirés par leur style de vie scintillant, les ont abandonnés aussi rapidement qu'ils s'étaient rassemblés autour d'eux. Selon le moulin à rumeurs, qui travaillait sans relâche, ils se disputaient constamment, leur romance toxique se transformant en ressentiment amer, chacun blâmant l'autre pour leur chute spectaculaire. Mais Lily, j'ai bientôt découvert, n'était pas du genre à tomber sans se battre. Sa désespération la rendait encore plus dangereuse. Elle a lancé une campagne de diffamation vicieuse et ciblée contre mon entreprise. Elle a créé de faux profils en ligne et a laissé des critiques cinglantes d'une étoile remplie de mensonges sur moi volant des designs, utilisant des matériaux bon marché et de mauvaise qualité, et manquant des délais. Elle a même commencé à contacter directement certains de mes clients actuels, leur racontant un récit venimeux sur mon suppose d'instabilité. C'était une nuisance, un incendie stressant et chronophage à éteindre. Mais ma réputation dans l'industrie était solide, et mes clients me faisaient heureusement plus confiance qu'un troll anonyme en ligne désespéré. La dernière confrontation laide est arrivée une semaine plus tard. Je quittais mon immeuble d'appartement, me dirigeant vers un rendez-vous client, quand elle m'a tendu une embuscade dans le hall. Elle était en désordre. Ses cheveux habituellement parfaits étaient en désordre. Ses vêtements chers étaient froissés. Et ses yeux avaient un regard sauvage et dérangé. Elle a commencé à me crier dessus dès qu'elle m'a vu, sa voix résonnant contre les murs de marbre poli. « Tu m'as fait ça » a-t-elle hurlé, sa voix craquant d'une rage terrifiante. « Tu as ruiné ma vie. Tu as toujours été jalouse de moi. Tu ne pouvais pas supporter de me voir heureuse avec Zach. » Elle s'est lancée sur moi et pendant une seconde terrifiante, j'ai pensé qu'elle allait m'attaquer physiquement. Le portier, un homme grand et gentil nommé Georges, s'est rapidement interposé entre nous, mais elle a continué à crier, un torrent d'insultes viles et haineuses qui ont fait geler mon sang. C'est à ce moment-là que j'ai su que je devais y mettre fin. Pas seulement pour ma tranquillité d'esprit, mais pour ma propre sécurité. Le lendemain, j'ai embauché un avocat. Avec les images de sécurité cristallines de mon hall, les dizaines de messages textes harcelants qu'elle avait envoyés depuis des téléphones prépayés, et les preuves documentées de sa campagne de diffamation en ligne, obtenir une ordonnance de restriction a été un processus simple, quoique désagréable. Le juge, une femme pragmatique aux yeux fatigués, a examiné les preuves et l'a accordé sans hésitation. Debout dans cette salle d'audience froide et stérile, regardant ma propre sœur être légalement sommée de rester à au moins 500 pieds de moi semblait surréaliste. Ce fut une fin douloureuse, laide, tragique à ce qu'il restait de notre fraternité, mais ce fut aussi une fin nécessaire. Je traçais enfin, vraiment, une ligne dans le sable. Je choisissais ma propre paix, ma propre santé mentale, ma propre sécurité au-dessus du vortex toxique et chaotique de sa vie. Le document juridique ressemblait moins à une arme qu'à un bouclier. C'était une limite ultime, une déclaration finale non négociable que je ne permettrais plus jamais qu'elle ou quiconque détruise ma vie. La guerre était enfin terminée. Quelques mois passèrent. Le bruit, le drame, les commérages sans fin finirent par s'estomper. La vie s'installa dans un rythme nouveau et plus calme. Zach et Lily, dépouillés de leurs ressources et de leur statut social, auraient déménagé dans un petit appartement délabré de l'autre côté de la ville. Leur grande histoire d'amour s'aigrissait apparemment rapidement sous le regard dur de la réalité et des difficultés financières. Puis la nouvelle que j'attendais à moitié a finalement éclaté. Bennett Financial, incapable d'arrêter les saignements dus à l'enquête réglementaire et à l'exode massif des clients, a officiellement déclaré faillite. Arthur a tout perdu. Il avait impitoyablement sacrifié son fils dans une tentative désespérée de sauver son empire et, au final, il l'avait aussi perdu. Il y avait une certaine justice poétique sombre à tout cela. Un après-midi, on frappa à ma porte. Je n'attendais personne. J'ai ouvert pour trouver mes parents debout sur mon perron. Ils avaient l'air plus vieux, plus petits, diminués d'une manière ou d'une autre par le poids des derniers mois. Ils ont offert des excuses maladroites, confuses et auto-justificatrices, pleines d'excuses et de justifications. Nous n'avons jamais su comment gérer Lily, a dit ma mère, les larmes aux yeux. Elle a toujours été si fragile. Nous pensions juste que peut-être si tu cédais, si tu étais la personne la plus grande, les choses seraient enfin paisibles. J'ai écouté patiemment sans interruption. J'ai vu leurs regrets, mais j'ai aussi vu les schémas profondément ancrés d'une vie d'encouragement et d'évitement. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas remué le passé. J'ai juste dit calmement et fermement, j'apprécie que vous soyez venu ici, mais j'ai besoin d'espace pour guérir de tout cela. Je ne peux pas vous avoir dans ma vie en ce moment.
Fermer la porte à mes propres parents a été l'une des choses les plus difficiles et les plus douloureuses que j'ai jamais eu à faire. Mais ce fut aussi l'une des plus libératrices. Je n'étais plus responsable de leur confort, de la gestion de leurs dynamiques familiales imparfaites et brisées. Je n'étais responsable que de moi-même. Mon entreprise, ironiquement, prospérait. L'histoire de ce qui s'était passé, d'une manière étrange et inattendue, était devenue un témoignage de mon caractère. Elle s'était propagée dans la communauté soudée du design et de la construction. Les gens respectaient que j'ai tenu tête, que j'ai refusé d'être harcelé. De nouveaux clients appelaient, non seulement parce qu'ils aimaient mon portfolio, mais parce qu'ils disaient être impressionnés par mon intégrité. Puis un jour, j'ai reçu un appel qui m'a fait arrêter le cœur. C'était le PDG de la chaîne d'hôtels de luxe, la même à qui j'avais perdu le contrat il y a tous ces mois. Madame Evans, a-t-il dit, sa voix chaude et profondément professionnelle. Je crois que je vous dois des excuses sincères. Nous avons récemment été informés des circonstances contraires à l'éthique entourant votre proposition originale pour notre projet du centre-ville. Ce que Miss Bennett a fait était une grave violation de la conduite professionnelle, et nous avons résilié notre contrat avec elle. Franchement, a-t-il ajouté avec un soupir, son travail était de toute façon inférieur, et c'était un cauchemar de travailler avec elle. Il a marqué une pause, et j'ai retenu mon souffle. J'ai été et je suis toujours incroyablement impressionné par votre vision originale et par votre caractère. Il se trouve que nous lançons un nouveau projet de complexe hôtelier encore plus grand sur la côte. Je veux que vous soyez la designer principale. Le projet est à vous si vous le voulez. J'étais sans voix. Des larmes piquaient le coin de mes yeux. C'était plus qu'un simple emploi. C'était une validation. C'était la justice. C'était une chance de récupérer ce qui m'avait été volé, et plus encore. Oui, ai-je dit, ma voix épaisse d'émotion mais ferme. Oui, absolument. Merci. L'architecte en chef du nouveau complexe hôtelier côtier était un homme nommé Echo. Il était brillant, avec une confiance tranquille et une passion pour son travail qui était contagieuse. Il me traitait comme une égale, une véritable collaboratrice dès notre première rencontre. Il y avait une chimie facile entre nous, un respect mutuel pour notre métier, et j'ai vite découvert pour l'autre. Nous avons commencé par des déjeuners d'affaires pour discuter des plans qui se sont vite transformés en longs dîners à parler de tout et de rien. Ce n'était pas une romance tourbillonnante née du drame et de l'intensité. C'était quelque chose de mieux, quelque chose de calme, de stable et de réel. Ce soir, je suis assise dans mon nouveau bureau, un bel espace rempli de lumière avec une vue sur toute la ville. Les lumières scintillent en dessous de moi comme une mer d'étoiles tombées. Devant moi, étalés sur la table de dessin antique de mon grand-père, se trouvent les croquis préliminaires du projet de complexe hôtelier côtier. Mes créations, ma vision. Je pense à l'année écoulée, à l'enfer absolu que j'ai dû traverser pour arriver ici. Le baiser lors de cette fête n'a pas été la fin de ma vie. Ce fut le début. Ce fut le catalyseur violent, douloureux et nécessaire qui m'a obligé à brûler une vie construite sur des mensonges et à en construire une nouvelle sur les cendres. Une vie qui est vraiment et complètement la mienne. Je ne suis pas juste une survivante. Je suis l'architecte de mon propre bonheur. Et l'avenir, pour la première fois depuis très longtemps, semble beau. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Ce fut une sacrée aventure et la partager aide. J'ai une question pour vous tous qui regardez. Avez-vous déjà dû vous couper d'un membre de votre famille toxique pour retrouver votre paix? Faites-moi savoir vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Il est utile de savoir que nous ne sommes pas seuls. Et si vous avez trouvé mon histoire utile, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner pour en avoir plus. Cela signifie vraiment beaucoup.